Ah, c'est bon. 3. On est en live là. C'est bon, Christophe? Oui, c'est bon. C'est bon, ça a démarré, ok. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le thème du choix du statut juridique de votre entreprise, organisé par l'IRCE sur la chaîne de l'IRCE de Webikeo. Je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui Jean-Jacques et Pascal, Jean-Jacques Amouyal et Pascal Bourriat, qui font partie de notre équipe d'experts de l'IRCE et qui vont animer ce webinaire avec moi. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Pascal. Bonjour. Annabelle, bonjour à tous. Alors, quelques modalités pratiques pour les gens qui nous regardent avant de démarrer. Donc, on va présenter notre webinaire pendant lequel vous aurez certainement des questions qui vont vous venir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui est sur votre droite et on répondra à vos questions à la fin du webinaire. Ce webinaire sera diffusé en replay, donc s'il y en a certains qui veulent le revoir ou qui veulent le partager, vous pourrez y accéder par la suite. Le support d'animation qui est diffusé en même temps qu'on parle sera disponible et vous pourrez le télécharger à la fin du webinaire également. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si vous rencontrez des difficultés techniques pour vous connecter ou qu'il y a des choses qui ne se passent pas très bien, vous nous en parlez dans le chat et on peut vous aider. Voilà, je crois que sur la partie technique, je vous ai tout dit. Avant de commencer ce webinaire, on voulait vous proposer de participer à un petit sondage à répondre à 2 questions qui vont nous permettre de mieux vous connaître et de voir un petit peu quelles sont vos attentes et vos profils. Donc, il y a 2 questions dans le chat sur votre droite, vous voyez. Il y a une première question qui concerne les personnes qui n'ont pas encore créé leur société et qui assistent à ce webinaire et qui peut-être déjà envisagent un statut juridique. Donc, la question, c'est si vous comptez créer votre société, quel est le statut juridique que vous envisagez? Et la question numéro 2, elle concerne plutôt les personnes qui ont déjà créé leur société. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est si vous avez créé votre société, quel est le statut juridique que vous avez choisi? Et est-ce qu'éventuellement, vous envisagez de changer de statut juridique? Voilà. Donc, on vous laisse répondre à ces 2 questions sur la partie droite de votre écran. Et puis, en attendant, peut-être qu'on va se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, je vais avancer la présentation. Donc, hop. Voilà. Oui, donc voilà, je suis donc Annabelle Vallon. Donc moi, je suis responsable de formation à l'IRCE. Alors l'IRCE, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. Nous sommes l'organisme de formation de référence des chefs d'entreprise de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On accompagne des dirigeants de TPE et de PME dans leur développement via des programmes de formation qui sont structurants, qui leur sont dédiés. On n'accompagne pas de salariés, on accompagne uniquement des patrons de TPE et de PME via des programmes qui sont collectifs. Donc, vous allez vous retrouver avec d'autres chefs d'entreprise pour travailler sur une thématique qui va vous permettre de monter en compétences et de développer votre entreprise, puisque notre mission à nous, c'est de favoriser le développement des entreprises et de favoriser la création d'emplois également. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit, si ce n'est que nos formations sont animées par des experts. On les fait pas nous-mêmes, on a des experts externes à l'IRCE qui viennent animer nos formations, qui vous donnent de la méthode, de la structure, des outils, des conseils professionnels, comme Jean-Jacques et Pascal qui sont avec moi aujourd'hui, qui font partie de notre équipe d'experts. Alors Jean-Jacques, je te passe la parole et je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Eh bien, voilà, donc je m'appelle Jean-Jacques Amouyal, je suis expert comptable associé chez Inextinso Côte d'Azur et région PACA. À titre personnel, ça fait plus de 25 ans que j'évolue dans le milieu de la création, de la reprise d'entreprise et du conseil auprès des chefs d'entreprise de la région. Et je m'occupe également de tout ce qui est développement en franchise, commerce organisé ou innovation, entreprise de croissance. Donc, ça me donne un petit peu des casquettes un petit peu différentes. Et ça fait déjà maintenant plusieurs années que j'interviens avec plaisir pour l'IRCE dans le cadre de formation, soit en présentiel, soit comme aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Et à titre plus personnel, je suis aussi, et professionnel, je suis membre du réseau Entreprendre Côte d'Azur. Ok, merci Jean-Jacques. Et je passe la parole à Pascal. Pascal, un petit mot sur toi?
Bonjour à tous et merci. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je suis Pascale Bruyat, je suis fondatrice du cabinet de direction financière externalisée PBFI. Nous sommes 2 directeurs financiers et 4 contrôleurs de gestion pour accompagner les dirigeants d'entreprises de la région Sud. On les aide principalement à suivre mensuellement leurs marges, à ajuster leur prix de vente, à prendre des décisions au nom de recrutement, mais aussi à fiabiliser leurs prévisions de trésorerie et mettre en valeur les atouts de leur entreprise s'ils sont dans une phase de recherche d'investisseurs, volonté de parler à leurs banquiers, etc. Avant de créer PBFI en 2010, j'ai été salariée pendant 20 ans dans l'audit, puis en direction financière de PME, implantée à l'international ou en filiale de groupes cotés. C'est le goût du terrain qui, en 2010, m'a ramenée à la TPE-PME. Et à ce titre, j'ai été également business angel et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour témoigner des structures juridiques adéquates pour ouvrir son capital quand on est une jeune start-up. Oui, j'ai rencontré… Voilà. Pardon. En fait, j'ai fait des très belles rencontres avec des passionnés de la start-up innovante et de l'aventure entrepreneuriale. Et je crois que c'est pour ça, Annabelle, que tu m'as demandé éventuellement de témoigner à la fin. Exactement. Aujourd'hui, je t'ai invité parce que je voudrais que tu témoignes avec ta double casquette, à la fois en tant que chef d'entreprise, que tu nous parles un peu de ton parcours, et puis aussi en tant que business angel, parce que c'est hyper intéressant d'avoir le regard d'un investisseur sur justement cette notion de statut juridique. Alors, je vois que vous avez répondu au sondage. Alors, si sur la question, pour ceux qui n'ont pas encore créé leur entreprise, quel statut envisagez-vous? Eh bien, il y en a quand même la majorité d'entre vous qui savent pas encore. Donc, 40% des répondants disent ne pas encore savoir quel est le statut juridique. Donc, on a un gros challenge aujourd'hui, c'est d'essayer de vous éclairer et de vous donner des pistes. Il y en a 25% qui veulent créer plutôt une SASU ou une SAS. Et 21% en auto-entrepreneur, 7% en entreprise individuelle et seulement 7% de URL et des SARL. Et pour ceux qui ont déjà créé leur société, donc la question, c'était l'autre question, ceux qui ont déjà créé leur société, quel est le statut juridique que vous avez choisi? Alors 46% d'entre eux sont des auto-entrepreneurs. On a 30% de sociétés au réel et 23% de personnes qui se posent la question de changer de statut. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir cette tendance-là, puisqu'avec Jean-Jacques, et Pascal, on va essayer de vous éclairer et de vous donner un max d'infos pour que vous sachiez prendre des décisions en connaissance de cause. Alors, j'essaie d'avancer sur la présentation. Voilà. Et je vais pousser le sondage qui me gêne un petit peu. Donc, voilà. Donc, notre objectif, et je dirais même notre challenge du jour à tous les trois, c'est d'essayer de simplifier votre compréhension des différents statuts juridiques. Alors, on a un parti pris volontaire et qu'on assume à 200%, c'est qu'on ne va pas parler de tous les statuts juridiques qui existent parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on va vraiment se contenter de parler des principaux statuts juridiques qui sont les plus usités. Donc ça, c'est notre objectif numéro 1. Et puis l'objectif numéro 2, c'est de vraiment essayer de vous aider à choisir le statut le plus adapté à votre projet, à vos ambitions, à ce que vous avez envie de faire. D'accord ? Alors, avant toute chose, souvent, on nous demande, mais finalement, c'est quand le bon timing, à quel moment il faut commencer à se poser la question du statut juridique et parfois, à tort, les créateurs démarrent tout de suite avec cette idée en tête de choisir son statut juridique, c'est ce qui les préoccupe le plus. Alors, effectivement, c'est pas neutre, donc c'est important de s'y pencher assez rapidement, mais ça doit pas être votre priorité. En fait, la priorité, c'est déjà d'établir le modèle économique de votre projet, en fait, qu'est-ce que vous allez vendre, à qui, de réaliser votre étude de marché, ça c'est très important, et de valider la faisabilité économique, la faisabilité en termes de moyens humains, moyens RH, en termes de moyens matériels. Est-ce qu'aujourd'hui, votre activité, elle est envisageable en l'état des choses, par rapport à l'idée que vous avez de départ. Et au moment où vous êtes en train de commencer à modéliser vos projections financières, c'est là, en fait, qu'il faut commencer à vous dire, là, quel statut juridique je prends? Mais c'est-à-dire que vous avez déjà quand même avancé sur le projet.
Voilà, vous savez ce que vous allez vendre, vous savez quel fournisseur vous allez contacter. Voilà, vous êtes déjà quand même avancé sur pas mal d'éléments, ok. Et donc c'est plutôt vers le moment des projections financières, puisque ça a quand même un coût dans certains cas de créer une société. C'est là que vous allez le mettre dans vos projections financières, ok. Voilà le timing. J'avance sur la présentation. Voilà, donc le choix du statut juridique, en effet, il n'est pas neutre, il va avoir des conséquences et un impact surtout sur le plan juridique, le cadre juridique de la société, sur le plan financier, sur le plan de la fiscalité, de comment vous allez payer vos impôts, et sur le plan plus personnel au niveau de votre protection sociale en tant que dirigeant, ça va avoir aussi un impact là-dessus. Donc c'est ces réflexions-là, en fait, bon, voilà. Il faut vraiment avoir tout ça en tête. Les critères à prendre en compte quand vous pensez au statut juridique, c'est déjà la nature de l'activité, la nature du projet, la taille et l'ambition de votre entreprise, et puis vos objectifs personnels et financiers. On va y revenir là maintenant plus en détail. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est quand même pas neutre et qu'il faut vous faire aider. Ne restez pas seul, et le conseil qu'on peut vous donner, c'est quand même de dégrossir le sujet. Il faut quand même vous acculturer et essayer de comprendre les choses, mais quand même essayer de valider vos hypothèses avec un avocat ou avec un expert comptable qui est vraiment le professionnel et qui va vraiment vous aider à faire le meilleur choix possible pour vous. Donc, les critères de réflexion que vous devez prendre en compte avant de vous lancer et de partir bille en tête sur le choix du statut, c'est déjà quelle est la nature de votre activité. Est-ce que vous exercez une activité artisanale, commerciale? Est-ce que vous êtes une profession libérale? Est-ce que vous êtes une activité industrielle? Qui sont vos clients? Quel est votre marché? Est-ce que vous travaillez avec des particuliers, avec des professionnels, avec des grands groupes? Si vous travaillez avec des grands groupes, le choix du statut va avoir une importance parce que si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, ça peut être problématique. Si vous travaillez avec l'administration pour répondre à des appels d'offres aussi, le choix du statut peut avoir un impact également. Quels sont vos besoins pour démarrer? Est-ce que vous avez besoin d'un local? Est-ce qu'il faut que vous achetiez du matériel pour démarrer, des machines? Est-ce qu'il vous faut des capitaux? Est-ce que vous devez mettre de l'argent au capital? Voilà, ça, ces questions-là, il faut vous les poser. Et quelle va être la taille de votre entreprise? Aujourd'hui, peut-être que vous allez démarrer petit, mais quelle est l'ambition de cette société? Est-ce que vous envisagez d'embaucher? Est-ce que, ça c'est la slide suivante, pardon. Est-ce que vous avez envie d'embaucher? Est-ce que vous avez envie de vous associer? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, parce que vous vous dites j'y vais prudemment, j'y vais pas à pas, là pour l'instant je me lance, je suis tout seul et puis on verra bien. Mais peut-être que là aujourd'hui vous êtes dans une vision un petit peu prudente des choses, mais que votre activité va bien marcher, vous allez vous développer, ça va vous donner confiance et peut-être que vous aurez envie d'ici quelques années de faire rentrer un associé ou des actionnaires. Dans ce cas, il faut choisir un statut qui le permet ou d'avoir un statut qui peut grandir avec vous. Ça, c'est important. Quelle est la vision que vous avez sur les prochaines années? Et est-ce que vous devez protéger votre patrimoine aussi, votre patrimoine intellectuel? Est-ce que vous avez une marque à déposer, une marque à protéger? Là, le choix du statut aussi va avoir un impact sur ces questions-là. En termes d'organisation et de gestion au quotidien, le choix du statut va avoir aussi un impact dans votre quotidien. Est-ce que les décisions, vous voulez les prendre tout seul ou est-ce que vous êtes OK pour les partager avec des associés? Est-ce que vous comptez embaucher des salariés? Je vous le disais tout à l'heure. Est-ce que, en termes de charges administratives, en termes de gestion administrative, est-ce que c'est OK pour vous de produire un bilan? Est-ce que, au contraire, pour démarrer, vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête avec la compta et faire quelque chose le plus simple possible? Ou est-ce qu'au contraire, vous comptez directement mettre les mains dans le cambouis, si je peux dire, et puis vous y atteler? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Et puis, comme je vous le disais, est-ce que plus tard, peut-être là tout de suite, c'est pas le cas, mais est-ce que vous envisagez peut-être de transmettre votre entreprise? Est-ce qu'un jour vous aurez envie de la vendre? Peut-être que c'est l'objectif. Et si c'est le cas, il faut prévoir un statut qui le permet. Est-ce que vous comptez faire rentrer des investisseurs? C'est pareil. Donc, il faut essayer de voir un peu à long terme. C'est pas évident hein, quand on crée sa société, son activité, quand on se dit voilà, moi pour l'instant je vais commencer petit, je vais y aller prudemment, qu'on a parfois le sentiment vous savez le syndrome de l'imposteur, on y va un petit peu prudemment, mais en fait voilà, il faut quand même essayer de vous projeter dans le meilleur des cas, comment est-ce que ma société va évoluer et comment les statuts peuvent évoluer.
et qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi. Et enfin, il y a aussi une question plus personnelle. Vous, en tant que dirigeant, déjà, comment vous êtes marié? Parce que ça peut avoir des répercussions également sur vos biens. Quel est le niveau de rémunération que vous souhaitez au démarrage? Est-ce que vous bénéficiez des aides de France Travail ou pas? Et quel est le niveau de risque financier que vous acceptez? Est-ce que vous êtes OK pour mettre de l'argent au capital? Et puis combien? Est-ce que vous avez 10 000 euros, 50 000 euros ou 500 euros? C'est pas la même chose en fait. Donc du coup, le choix du statut juridique va aussi avoir un impact. En tout cas, cette réflexion aura un impact sur le choix de votre statut juridique. D'accord? Et enfin, à titre plus personnel, quel est le régime fiscal le plus adapté? Comment vous voulez payer des impôts? En gros, est-ce que vous voulez payer des impôts sur le revenu ou est-ce que vous préférez payer l'impôt sur les sociétés? Est-ce que ce que vous gagnez dans le cadre de votre activité, vous voulez le payer à titre personnel dans le cadre de votre imposition sur le revenu ou est-ce que c'est plutôt l'impôt sur les sociétés qui vous intéresse? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse en fait. Donc, il faut vraiment se poser ces questions-là. Et enfin, à titre plus personnel, au niveau de votre protection sociale, en fait, comment est-ce que vous voulez être protégé? Souvent, les gens, enfin moi d'expérience, ils veulent souvent se diriger vers un statut d'assimilé salarié parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux protégés, mais c'est faux. C'est pas forcément vrai. Le statut de TNS vous protège aussi, et surtout que vous pouvez le compléter avec une assurance complémentaire. Donc voilà, tout s'étudie, tout se vaut. Voilà, vous aurez peut-être un système plus à la carte. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il faut vraiment juste peser le pour et le contre et mettre tout ça dans la balance pour faire votre choix. Voilà, je pense que j'ai terminé ma partie et puis du coup, je vais passer la parole à Jean-Jacques qui va vous parler justement des principaux statuts juridiques. Merci Annabelle, merci pour cette introduction qui résume bien en fait la problématique que vous avez en tant que créateur si vous n'avez pas créé votre entreprise ou même en tant que chef d'entreprise quand vous avez fait un choix de statut et où vous savez pas si finalement c'est toujours le bon pour vous pour les années qui viennent ou pour les mois même qui viennent. Alors déjà, je vais vous dédramatiser le fait que un choix, bien sûr, choisir, c'est renoncer, on dit souvent. Donc, oui, choisir, on se prive d'autres possibilités, mais il y a quand même des passerelles qui existent. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous partez sur un schéma qui n'est peut-être plus adapté à votre nouvelle situation, vous aurez toujours, avec l'aide des professionnels, la possibilité d'étudier des passerelles entre les différents statuts. Ce qui est dommageable, et c'est pour ça qu'il y a un webinaire comme aujourd'hui, c'est quand même important de bien connaître la plupart d'entre eux pour pouvoir se positionner tout de suite dans le bon statut ou voir tout de suite si on est intéressé pour en changer ou si finalement ce n'est pas une opportunité pour vous. Parce que ça serait dommage de partir sur un mauvais statut et de s'en rendre compte quelques mois à peine après. Et là, par contre, même s'il y a des passerelles, c'est toujours coûteux de changer, alors que si on avait pris le bon statut du premier coup, on n'aurait pas eu à changer. Ça évite bien des frais et des soucis de changement. Donc, dans la partie que je vais vous présenter ce matin, on va évoquer on va essayer d'y voir clair sur le choix du statut juridique qui aura forcément un impact sur le statut fiscal et social, comme disait Annabelle, sur le statut du dirigeant, et en fonction aussi de critères qui sont propres à votre projet, qui vont vous faire aussi vous orienter, même si vous prenez une société, sur tel ou tel type de société. Et on n'oubliera pas de faire un petit focus, puisqu'on a bien vu au niveau du sondage qu'il y a également quelques auto-entrepreneurs quand même parmi nous, en nombre. C'est important aussi de comprendre à quel moment ça peut être opportun ou pas de quitter ou d'aller sur l'auto-entreprise. C'est des questions qui nous sont fréquemment posées et sur lesquelles on va essayer de répondre de manière la plus transparente et claire, je l'espère, ce matin. Alors déjà, pour pouvoir faire le tri dans sa tête, il y a déjà une première question à se poser. Est-ce que je crée mon projet tout seul ou est-ce que je vais le créer à plusieurs ? Parce que si je le crée seul
je vais être une entreprise individuelle ou une société si je décide malgré tout d'opter pour une forme société. Mais si je suis à plusieurs, le choix d'une société va s'imposer de lui-même parce que on n'a pas vocation à créer une société en indivision. Une indivision, elle est plus subie que choisie. Donc, si on est 2 ou plus, on va forcément créer quelque chose à plusieurs au sein d'une société. Alors après, tout dépendra dans quelle nature d'activité vous êtes, pour savoir si vous êtes plutôt profession libérale, plutôt profession commerciale, artisan, etc. Et des formes juridiques spécifiques peuvent mieux vous correspondre à ce moment-là. On ne pourra pas rentrer dans tous les cas de figure, même s'il y a un champ de questions-réponses à la fin qui pourrait être dédié pour certaines questions. On parlera là des cas les plus courants. Donc, entreprise individuelle, si je suis seul, mais j'ai quand même une passerelle pour aller chercher une société. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si je suis à plusieurs, je suis forcément en société. Déjà là, ça répondra un petit peu à la question. Ensuite, une fois qu'on s'est posé cette question, donc si je crée seul, pour prendre le premier cas, on évacue des fois trop vite l'entreprise individuelle pour aller chercher la société. On verra que depuis quelques temps, depuis quelques années, l'entreprise individuelle a retrouvé quand même de sa superbe, avec notamment des protections de l'entrepreneur individuel qui ne l'obligent pas, quand il est seul, à forcément se monter en société pour protéger son patrimoine. Et ça redistribue un petit peu les cartes ces dernières années sur est-ce que je suis vraiment obligé d'aller en société ? Mais on y reviendra. Et bien entendu, dans l'entreprise individuelle, vous avez ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs. Avant ça, on appelait ça la micro-entreprise, mais enfin, tout ça, c'est un peu synonyme. Donc, auto-entrepreneurs, micro-entreprise, ce sont donc des personnes qui sont de manière forfaitaire taxées sur leurs résultats, alors que l'EI, l'entreprise individuelle, est au réel de ses résultats, comme une entreprise classique, produit moins charge égale bénéfice ou perte, pour dire ça de manière très schématique. De même, pour la société, vous êtes au réel, donc produit moins charge égale bénéfice ou perte. L'auto-entreprise, on peut en parler là. D'expérience, on se rend compte que les seuils qui ont été doublés il y a quelques années correspondent bien à un bon repère du montant à partir duquel quand on s'en approche, même si on n'y est pas encore, on doit se questionner pour en sortir. Quelqu'un qui est sur un projet d'auto-entreprise et qui va faire 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires en tant que prestataire de service n'a pas besoin d'être en société ou en entreprise au réel si il fait son activité de chez lui, peu d'investissement, pas de salariés, il fait ça voire même en complément d'un revenu salarié, retraite ou statut étudiant. C'est pour ça qu'a été fait l'auto-entreprise, pour soit être biactif, c'est-à-dire auto-entrepreneur en même temps qu'une autre activité, soit pour tester un modèle économique. Et si on est à 20 000, 30 000 euros en tant que prestataire de service, on va rester auto-entrepreneur. Par contre, si on commence à faire un chiffre d'affaires qui va avoisiner le plafond, c'est-à-dire plutôt dans les 70 000, 80 000 euros pour un prestataire de service, je prends le cas du prestataire de service parce que c'est celui le plus fréquemment rencontré, mais sachez que pour les vendeurs de marchandises, vous avez des seuils qui sont plus confortables, qui vous permettent d'aller pratiquement donc on est sur des seuils plus élevés qui sont dans les 100 et 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on est plus haut, on est à 188 000 euros voilà, de chiffre d'affaires plus précisément. Donc c'est assez intéressant de se dire tiens, bah, c'est bien, là je suis en démarrage, je reste auto-entrepreneur. Par contre, j'atteins les 70 000-80 000 pour un prestataire de service. Là où je suis sur le point de les atteindre, là, la question de changer va se poser parce que vous allez mieux optimiser votre résultat d'un point de vue fiscal, d'un point de vue social, d'un point de vue
Alors, j'ai perdu le support. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que Christophe est sorti. Il revient. Alors, oui, donc comme je vous disais, c'est important, en approchant le seuil, de se questionner sur un changement. Si vous êtes sur une réflexion de changement de statut, c'est justement pour pouvoir investir plus, pour pouvoir embaucher plus et pour pouvoir optimiser mieux votre résultat. Maintenant, il n'y a pas de miracle. Si vous êtes sur un petit chiffre d'affaires à 30, 40 000 pour un prestataire ou voire 40, 50 000, on ne pourra pas faire beaucoup d'optimisation en termes de résultats taxables, social, etc. Parce que tout ce que vous allez gagner, vous allez vouloir le prendre, et c'est bien légitime, parce que vous gagnerez peu. Donc, quant à gagner peu, vous allez tout prendre. Et donc, l'intérêt de dire j'en laisse dans l'entreprise et j'en prends pour moi, et ce que je ne prends pas pour moi sera taxé différemment, voire peu taxé puisque je le laisse dans l'entreprise, cette notion-là ne sera pas présente si vous êtes au taquet d'un petit chiffre d'affaires. Donc, ne vous pressez pas non plus à changer de l'auto-entreprise si vous êtes sur des niveaux très bas de chiffre d'affaires. Par contre, si dans 6 mois, 1 an, vous prévoyez de développer très vite ce chiffre, là, par contre, il faut anticiper et ne pas même peut-être choisir l'auto-entreprise si vous pensez que le développement va être rapide. Donc, auto-entrepreneur, entreprise individuelle, et on va voir après qu'on peut aussi, en tant que personne seule, choisir de faire une EURL ou une SASU. On verra tout à l'heure la différence fondamentale qu'il y a entre les deux et pourquoi. C'est vrai que j'ai vu dans le sondage que beaucoup s'orientent dans les SASU. La SASU est devenue une forme un peu plus à la mode que le URL, qui est aussi, on peut l'appeler le URL, la SARL à unipersonnel, à une personne. Eh bien, on essaiera de rééquilibrer le débat entre les deux formes qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Quand on crée à plusieurs, là, on est en SARL ou on est en SAS, dans les deux choix qui reviennent le plus dans la société française. C'est les deux choix les plus arbitrés. Alors, SASU quand on est seul, SARL unipersonnel, URL quand on est seul également. Mais dès qu'on est à plusieurs, la SARL, la SAS existent et sont les plus répandus. SAS plutôt que SA, puisque c'est simplifié, donc c'est beaucoup plus commode à créer, à faire fonctionner. Surtout à faire fonctionner, société à responsabilité, parce que historiquement, c'était vraiment celle qui était la plus répandue. On verra le pourquoi. Et tout ça nous amènera aussi dans la réflexion, tout ce choix entre ces différentes formes d'exercice de l'entreprise doivent être faits en ayant dans un petit coin de sa tête une idée précise des impacts que ça va avoir sur votre régime social et également sur votre régime fiscal. Alors, je vais commencer par le régime social. Quand vous entreprenez seul, que vous êtes auto-entrepreneur, entreprise individuelle, EURL ou EURL, on va être dans le régime des TNS, donc des travailleurs non salariés. Donc, quelqu'un qui entreprend seul sur ces 3 premières formes juridiques, il va être en régime TNS, travailleur non salarié. Le gérant majoritaire de SARL, quand on a plusieurs associés, il va être également, ce gérant majoritaire, dans le régime des travailleurs non salariés. Alors que les gérants minoritaires ou égalitaires, ou le président d'une SASU ou d'une SAS quelconque, et les directeurs généraux, vont être en régime ce qu'on appelle des assimilés salariés, travailleurs salariés, TS, mais en assimilés salariés. Voilà la différence entre les entreprises individuelles et les sociétés. On peut se retrouver dans le régime des TNS et le régime des TS. Et pour ce qui est de la majorité, à avoir pour être indépendant, donc régime des non-salariés, il faut avoir plus de 50%, soit tout seul, soit à plusieurs. Exemple, je crée ma SARL à 3 associés. Si j'ai 2 associés qui ont un tiers,
3 associés, un tiers, un tiers, un tiers. Si j'en ai les 2 tiers, donc au moins 2 qui sont gérants, nommés co-gérants, eh bien les 2 co-gérants vont être majoritaires. On ne regardera pas le tiers qu'ils ont chacun, mais la majorité qu'ils ont ensemble pour définir qui relève à ce moment-là du statut des travailleurs non salariés par rapport à celui des assimilés salariés. Alors, vous allez me dire, quand on réfléchit, on se dit waouh, mais moi j'ai plutôt envie d'être là ou j'ai plutôt envie d'être là. Donc c'est vraiment une question d'affinité en fonction du statut social dans lequel on a envie de se retrouver, qui va peut-être orienter nos choix juridiques. Je voudrais vous en dire un petit peu plus parce que souvent quand on était salarié et qu'on crée sa boîte, on va naturellement s'orienter vers assimilé salarié parce que comme Annabelle disait en introduction, c'est rassurant. On a eu l'habitude d'avoir des fiches de paye toute sa vie ou une grosse partie de ce qu'on a fait. Et à un moment donné, on décide de créer sa boîte. Et c'est un peu comme un saut dans le vide. On se dit waouh, je vais plus avoir de fiches de paye, ça m'inquiète, etc. Donc, on peut se retrouver avec l'envie d'aller vers le statut assimilé salarié par sécurité. Mais pour une mauvaise raison, parce qu'une fiche de paye, quand vous la faites vous-même à vous-même, tout est dans le mot assimilé. Assimilé salarié, ça ne veut pas dire salarié, justement. Le mot assimilé, ça veut dire que vous avez une fiche de paye, mais vous n'allez pas du tout relever du régime des salariés pour ce qui est de l'assurance chômage, donc vous n'aurez pas d'assurance chômage, il n'y a pas de lien de subordination, il n'y aura pas de contrat de travail. On rémunère un mandat social, le mandat de gérant ou de président de SASU ou de SAS. Et quand on rémunère un mandat, on n'est pas protégé en cas de licenciement, il n'y a pas cette notion de code du travail qui peut rassurer aussi un créateur de se dire « waouh, voilà ». Par contre, si je suis réellement minoritaire et que je suis réellement à avoir une fiche de paye, mais avec quelqu'un qui m'a fait un contrat de travail en plus de mon mandat, là, ok, il peut y avoir couverture avec un contrat de travail, d'un véritable statut salarié. Mais dans la quasi-totalité des cas de création d'entreprise, on n'est pas en subordination avec soi-même parce qu'en général, ce n'est pas un investisseur qui possède la boîte. Ça peut arriver dans un deuxième temps pour une entreprise en croissance qui fait rentrer un investisseur. Et là, à ce moment-là, le statut va évoluer plus dans un statut vraiment salarié, en même temps que vous pourriez être actionnaire. Mais quand vous créez ou que vous commencez à développer votre boîte, c'est difficile de faire croire à la loi qu'il y a un lien de subordination quelconque. Et pour autant, et c'est peut-être là le point crucial, la protection sociale est beaucoup plus coûteuse pour un régime assimilé salarié puisqu'elle coûte à peu près 2 fois celui des TNS. Pour simplifier, quand vous prenez 100 € dans votre poche nette, dans le cas des travailleurs indépendants, ça va vous coûter à peu près dans les 50% du net. Donc 100 € net, ça fait 150 € chargés. Alors que quand vous êtes assimilé salarié, vous êtes forcément à un statut cadre. Et là, pour 100 € net dans votre poche, ça va vous coûter pour la boîte, donc pour vous, 180 €. On parle souvent du simple au double. Bon, c'est quand même pas du simple au double, mais 180 contre 150 chargés, il y a quand même 30 points d'écart entre les deux statuts. Et tout ça pourquoi ? Est-ce que réellement on a une meilleure retraite ? Personne ne le sait. Aujourd'hui, le régime Agirc et Arco ont fusionné puisqu'ils étaient eux aussi en faillite. Donc, le fait d'avoir une retraite cadre, avant, ça voulait dire quelque chose. De nos jours, et d'ici que vous preniez votre retraite, ça voudra peut-être plus dire grand-chose. Et donc, payer une retraite des indépendants ou payer une retraite en assimilé cadre, ma foi, c'est plus trop le débat. Et la couverture sociale, quand on regarde bien, à part cet aspect retraite, il n'y a que la prévoyance, invalidité décès qu'il faut penser prendre de manière volontaire, et pareil pour une mutuelle santé, mais même en prenant une prévoyance qui coûte 100 € par mois, même en prenant une mutuelle santé qui coûte 50 à 100 € par mois, allez, même si vous vous couvrez à 200 € par mois, ok,
Ça y est, c'est fait. Donc, est-ce que ça gomme mes 30 points d'écart entre 50% d'un côté et 80% de charge de l'autre, selon si je suis en statut TNS ou en statut TS? On arrive facilement à titre personnel et professionnel, puisque c'est des charges qu'on peut déduire de l'entreprise, à se couvrir des risques qui manquaient, tout en faisant peut-être un plan d'épargne retraite pour compléter sa retraite, plutôt que de verser à fonds perdus plus cher dans un régime par répartition qui est en faillite et où, bon, on cotise tous parce qu'on est tous solidaires, mais on n'est pas obligé de surcotiser non plus. Donc, le statut de la fiche de paye n'est peut-être pas le meilleur, sachant qu'il n'y a pas les avantages qui vont avec, c'est-à-dire l'assurance chômage et le licenciement, avec tout ce que ça peut vous donner en plus. Ça, c'était pour le régime social, et on aura l'occasion de rebondir encore sur le régime social juste après. Mais le régime fiscal, lui, aussi est impacté par votre choix juridique de création. Quand vous êtes auto-entrepreneur ou entreprise individuelle ou EURL ou EURL, excusez-moi, on va être en imposition à l'impôt sur le revenu. Sauf qu'il y a maintenant des passerelles qui existent, c'est les petites flèches vertes que vous voyez sur le graphique, qui font qu'une entreprise individuelle, une EURL, vont pouvoir opter pour l'IS. La SASU, elle, d'office, de toute façon, elle va être à l'IS, et la SARL, elle va être, et la SA va être à l'IS également, à l'impôt sur les sociétés. Quand on est à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, qu'est-ce que ça change? Alors, ça peut paraître bizarre, hein, depuis peu, d'être à l'IS pour une entreprise individuelle, c'est quelque chose qui était réservé aux sociétés. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'entreprise individuelle reprend son intérêt, parce que si vraiment vous êtes seul et que vous n'avez vraiment pas envie de monter des statuts de société, parce que vous allez faire rentrer personne au capital, ni aujourd'hui, ni demain, que c'est dans un schéma où vous allez peu investir, pas d'endettement quasiment à avoir, là, l'impôt sur le revenu peut vous convenir, voire même, vous pouvez quand même opter pour l'IS tout en restant entreprise individuelle. Donc, il y a comme ça des réflexions qu'on n'avait pas encore il y a quelques années qui se posent en se disant, bon, attends, on va peut-être reconsidérer l'entreprise individuelle parce que monter une boîte, ça coûte 1 000 € en moyenne, 1 200 €. La dissoudre, la liquider le jour où on arrête, ça coûte aussi des sous. Quand on tient une comptabilité de société, qu'on fait des assemblées générales tous les ans, en société, ça coûte toujours un petit peu plus cher. Donc, ma foi, l'entreprise individuelle est un choix intermédiaire ici qu'il faut considérer. De même qu'il faut bien comprendre que quelqu'un qui va gagner un bénéfice et qui va tout prendre dans son bénéfice, est-ce qu'il a intérêt à choisir l'IR ou l'IS? La question, pour lui, ne va pas se poser, parce que si tout ce qu'il gagne, il prend, il n'y a pas de différence pour lui. Si je gagne, prenons un chiffre rond, si je gagne 20 000 € de bénéfices par an et que c'est mon revenu, hein, mon bénéfice c'est mon revenu dans mon entreprise à l'impôt sur le revenu, je vais payer mes charges sociales sur 20 000 et je vais payer mon impôt sur le revenu sur 20 000. Donc bon, il n'y a pas de débat, j'ai pris ce que j'ai gagné. La différence, c'est si je commence à gagner une somme que je ne prends pas en intégralité. Je reprends mon exemple des 20 000. Vous avez 20 000 €, vous ne prenez que 10 000 parce qu'il y a 10 000 que vous ne souhaitez pas prendre pour aider votre entreprise à se constituer une trésorerie, parce qu'elle a un emprunt à rembourser, par exemple, parce que vous avez acheté un fonds de commerce, parce que vous devez financer du stock, parce que vous devez financer le délai client, ce qu'on appelle communément le besoin en fonds de roulement. Eh bien, dans cette situation-là, on est dans une position beaucoup plus inconfortable si on reste à l'impôt sur le revenu, et on serait beaucoup mieux à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que si je ne prends que 10 000 sur les 20 000 que je gagne, ma foi, les 10 000, j'accepte de payer de l'impôt et des charges sociales sur les 10 000 que j'ai pris à titre personnel. Mais par contre, les 10 000 que je garde dans l'entreprise, je ne veux pas payer de charges sociales dessus, je ne veux pas payer d'impôt sur le revenu dessus, je suis prêt à payer juste un ticket fiscal qui s'appelle l'impôt société et qui coûte que 15% du bénéfice pour les PME jusqu'à
40 000 euros de bénéfices. Et au-delà de 40 000, ce qui dépasse sera taxé qu'à 25% au lieu de 15, c'est un peu plus, enfin 15 et 25%, tout compris, pour laisser en réserve dans son entreprise de l'argent, ma foi, c'est beaucoup plus sécure que de savoir que si sur les 20, j'ai pris que 10, on me prend tous les impôts et toutes les charges sociales, je vais payer énormément, même si j'essaie de les laisser dans l'entreprise, parce que là, l'État ne comprend pas la distinction, enfin, je caricature, hein, c'est pour vous expliquer le concept. L'impôt sur revenu, vous ne faites qu'un avec l'entreprise que vous représentez, et donc il n'y a pas de distinguo, je prends pas. On ne regarde pas les comptes bancaires perso, pro, en voyant combien vous vous êtes fait de virements tous les mois pour d'acompte sur bénéfice. On ne regardera pas, on le regarde comptablement, mais fiscalement, on taxe tout. Socialement, on taxe tout. À l'impôt société, ce n'est pas le cas. On regarde bien ce que vous avez pris en rémunération et ce que vous laissez est exempté de charges sociales, est exempté d'impôt sur revenu puisque vous ne l'avez pas pris. Et vous ne paierez que l'IS. Jean-Jacques, je te coupe. Il y a plein de questions justement à ce sujet dans le chat. Je pense qu'on y répondra tout à l'heure et on va peut-être avancer sur la présentation. Exactement. Donc ça c'est ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Au niveau, je passe les slides, c'était la même chose. Au niveau de l'entreprise individuelle versus la société, donc, la nouveauté que je vous évoquais, c'est que non seulement entreprise individuelle, je vous l'évoquais juste avant, on peut passer à l'IS, peut opter pour l'impôt société, qui était dévolu uniquement aux sociétés auparavant. Donc, c'est plutôt quelque chose d'intéressant parce que ça laisse un choix. Mais quand on est seul, on peut également séparer ses actifs professionnels et privés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion de responsabilité indéfinie de son patrimoine personnel. L'État distingue l'entrepreneur, là par contre il le distingue bien, l'entrepreneur pour son patrimoine personnel par rapport à son patrimoine professionnel. Il y a quand même une exception, ou allez, deux exceptions. La première, c'est que vis-à-vis de l'administration fiscale et sociale, URSSAF et autres impôts, si vous avez fraudé ou que vous avez laissé des dettes, vous ne serez pas protégé sur ces dettes-là si vous êtes en entrepreneur individuel. Et la deuxième exception, c'est que globalement, vous pouvez lever cette protection par vous-même en signant une espèce d'autorisation, une caution personnelle d'une certaine manière, notamment quand vous demandez un crédit à la banque. Ne croyez pas naïvement que le banquier va vous prêter si vous êtes protégé sur vos biens personnels et que c'est grâce à ces biens personnels que vous auriez pu emprunter. C'est un inconvénient, mais c'est aussi une chance d'avoir un patrimoine personnel parce que des fois, le mettre en jeu permet d'obtenir le crédit alors que si vous n'avez rien, ben malheureusement, des fois, vous n'obtenez rien. Donc, ça peut être handicapant de ne pas avoir de patrimoine à mettre en jeu. Il faut quand même aussi le voir sous cet angle-là et pas que sous l'angle du risque, même si, bien entendu, le risque existe. Quand on choisit une société, c'est parce qu'on est à plusieurs, on l'a dit tout à l'heure. Il va y avoir la notion de vraiment séparer plus proprement les choses dans des statuts qui est un peu comme un grand règlement intérieur où on va exercer seul ou à plusieurs. Et là, la séparation est bien sûr d'office. La responsabilité, elle est limitée. Mais là, pareil, si on donne une caution à la banque, la responsabilité limitée saute. Il y a la notion de capital social qu'on a noté avec Annabelle parce que même si le capital peut être monté à 1 euro, ne le faites surtout pas parce que vous allez traîner ça sur votre cabis et sur votre papier en tête et vos factures, sur tous les documents officiels, ça ne fera pas très sérieux. Après, on dimensionne le capital social en fonction des équipements et des investissements de la boîte. Ça ne sert à rien non plus de mettre un capital énorme si vous êtes prestataire de service et que vous n'avez pas de machine-outils ou de gros investissements matériels à envisager. Tout est question du cas par cas, de la taille de l'entreprise et de l'envergure qu'elle représente. L'entreprise individuelle, c'est simple, personne physique, on en a parlé, on investit sur son nom propre, peu d'investissement, il faut qu'il y ait peu de machines, peu de choses à investir et idéalement pas un achat de fonds de commerce, sinon on va devoir opter pour l'IS ou être pour ne pas avoir une lourde taxation.
Et également, voilà, le petit focus sur l'auto-entrepreneur. Donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on est trop bas, ce n'est pas la peine de s'en soucier. Si on commence à atteindre les plafonds, c'est un bon repère. Si on s'en approche, là, oui, il faut se poser la question. Et la fiscalité, elle est plus facile à appréhender puisqu'on va vous prendre un pourcentage de vos recettes pour être taxé. Après, un abattement qui dépend si vous êtes prestataire de service, vendeur de marchandises ou profession libérale, l'État étant plus ou moins généreux, 34%, 50%, 71%. Il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas de bilan à tenir, il y a juste un registre de recettes et des dépenses et bien sûr des factures à émettre. Et on est exonéré de TVA sous certains seuils. Alors attention, les exonérations de TVA, les franchises en base de TVA, comme on dit, ne sont pas calées sur les seuils de la micro maintenant qu'elle est doublée. On peut rester longtemps en micro puisque les seuils ont été doublés il y a quelques années. Par contre, le seuil de la TVA n'a pas été doublé. Donc, surveillez bien vos encours de facturation parce que vous pouvez vous retrouver être soumis à la TVA alors que vous pouvez rester en auto-entreprise. En société, je voudrais juste vous dire que la SARL, EURL quand on est seul, versus la SASU, je voudrais vous dire qu'elle a un intérêt, c'est qu'elle vous permet d'être gérant indépendant, et on l'a vu tout à l'heure avec des charges sociales TNS à 50% versus 80% pour la SAS. Alors, ne l'écartez pas trop vite, parce que ces dernières années, avec l'époque des startups, on a eu tendance à vouloir ressembler tous à des startups. Mais le camion à pizza au bout de la rue, l'artisan, le commerçant n'a pas les mêmes besoins qu'une startup. Il n'a pas besoin de lever des fonds. Quand on lève des fonds, et Pascal rentrera sur ces aspects-là dans son témoignage peut-être, mais globalement, une SAS, c'est ouvert sur le monde. On parle d'actionnaires. Même le vocabulaire change, tout est permis ou presque dans des statuts, on a une liberté de faire entrer et sortir des actionnaires, investisseurs entre guillemets, qui vont pouvoir entrer et sortir. Là, on n'a pas le choix, il faut aller en SAS si on est une start-up par rapport à une SARL qui ressemble plus à un château fort, où on rentre et on sort que si on est autorisé parce que c'est plus familial. Et d'ailleurs, on ne parle pas d'actionnaires, on parle d'associés dans une SARL parce que c'est bien entre personnes qui se connaissent et qui souhaitent exercer ensemble. Donc, ça me fait un peu mal au cœur des fois de voir certaines activités qui vont par attraction de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ou sur Internet, sur une SAS, alors qu'ils n'ont pas besoin de lever de fonds, ils n'ont pas besoin d'investisseurs, et ils pourraient avoir un statut SARL qui leur permet d'avoir le statut TNS, travailleur indépendant, à 50% de charges sociales contre 80%. Tout ça pour avoir une fiche de paie qui va coûter cher. Donc, après, bien entendu, la SARL a d'autres inconvénients, et notamment, elle taxe davantage les dividendes, chose que la SAS ne connaît pas avec la flat tax, alors que la SARL, il va y avoir la flat tax, mais il va y avoir surtout les charges sociales du dirigeant sur les dividendes, pour résumer. Et c'est ce qui a fait fuir certains dirigeants du format SARL vers SAS, mais à tort, parce que le dividende, c'est que la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c'est la rémunération. Donc, n'oubliez pas que c'est plutôt sur la rémunération que vous devez viser vos optimisations et pas sur le dividende, sauf cas particulier, si vous en êtes à un serial entrepreneur qui a plusieurs sociétés et où là, ça pourra se défendre de choisir ça différemment. La SAS beaucoup plus souple en actionnariat, je l'ai dit, je n'ai peut-être pas suivi l'ordre des slides de manière équilibrée, mais ce n'est pas grave, l'essentiel est dit. On va avoir une grosse liberté de rédaction dans la SAS qu'on n'a pas dans la SARL, ça c'est vrai. Et une gestion très souple par rapport à un format SA, une société anonyme qui est beaucoup plus lourd à avoir. Voilà. Donc forcément, il y a un coût de gestion qui est un petit peu plus lourd en société qu'en entreprise individuelle. Et juste, je terminerai là-dessus pour ne pas trop empiéter sur le temps de notre webinaire. Je terminerai avant les questions-réponses tout à l'heure, sur une nouveauté France Travail qui est un peu peut-être passée inaperçue pour certains d'entre vous, mais qui doit vous parler. Il y a un impact de trésorerie quand vous êtes créateur et que vous étiez demandeur d'emploi. Dans les aides, vous pouvez maintenir vos ARE, vos allocations retour emploi, sauf que si vous êtes en SAS, on vous les maintient à 100%, pour résumer. Hein.
Et si vous êtes en SARL, en statut TNS, travailleur indépendant, comme il n'y a pas de fiche de paye, pour dire les choses claires, il y a eu des abus. Et donc, France Travail souhaite attendre l'année suivante pour vous verser le maintien. Ils vous verseront que 70%. Et les 30%, ils les verseront que quand ils verront la feuille d'impôt qui atteste bien que vous n'avez pas pris de rémunération dans votre boîte la première année, par exemple, pour vous donner les 30% manquants. Donc, attention, il y a une petite avance de trésorerie puisqu'on vous retient 30% dans le statut SARL quand vous êtes créateur et que vous pouvez avoir les aides ARE de maintien. Alors qu'en SAS, ce n'est pas le cas. Comme il y a des fiches de paye mensuelles, ils peuvent vous donner les 100% d'office. Voilà. C'est un peu dommage, mais tout le monde, c'est punition générale parce qu'il y a eu certains abus. Voilà, je repasse la main. Je suis désolé, ça passe vite, mais voilà. On aura l'occasion peut-être de répondre à certaines questions tout à l'heure. Oui, exactement. Alors Pascal, voilà, je t'ai demandé d'intervenir aujourd'hui justement par rapport à ta double casquette, business angel et aussi chef d'entreprise. Et donc là, je m'adresse à toi en tant que business angel. Quand on est un investisseur, en quoi le statut juridique de l'entreprise est important dans ta décision de le financer ou pas, en fait? Est-ce que ça joue? Oui. Oui, parce qu'en fait, ça montre le degré d'avancement de la réflexion du porteur de projet. Est-ce qu'il s'est renseigné? Est-ce qu'il connaît les statuts possibles d'une société? Est-ce qu'il a écouté, par exemple, ce qu'on vient d'entendre, qui est très pragmatique et qui résonne tout à fait par rapport à ce que j'ai vécu sur les 10 dernières années. Donc, c'est vrai qu'un porteur de projet qui arrive avec une entreprise individuelle ou qui est auto-entrepreneur, ça va être compliqué pour des business angels d'investir rapidement et efficacement. Et il va falloir qu'ils passent en SAS. On a évoqué la SAS tout à l'heure. Bien sûr. Et quand on est un business angel, quelles sont les attentes justement quand tu étudies un projet par rapport au statut en fait? Honnêtement, je pense que en fait, business angel, mais investisseur de façon générale, déjà, c'est limiter la responsabilité. Donc, ça exclut de facto les entreprises individuelles, les SNC, a fortiori le statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est vrai qu'on a besoin déjà que ce soit créé en société. D'accord. Après, on va regarder la flexibilité des entrées et sorties possibles. C'est exactement ce que disait Jean-Jacques. En fait, l'investisseur, il cherche de la fluidité, de la facilité, de la clarté, en fait. Donc, et de la souplesse aussi. Donc, pouvoir rédiger dans les statuts, décider, en fait, des modalités d'entrée-sortie et mettre des titres spécifiques, c'est fondamental. D'accord. D'accord, ok. Et puis, tu es aussi chef d'entreprise, tu as ton cabinet avec des salariés, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quelle a été un petit peu l'histoire et l'évolution du statut juridique de PBFI? Je me suis vraiment retrouvée dans ce qui a été expliqué là, parce que en fait, j'ai été 20 ans salariée, comme je vous l'ai dit au départ, et c'est rassurant d'avoir une fiche de paye. Et j'avoue que les 2 premières années, j'ai presté, je crois, 1 an et demi en portage salarial. C'est une alternative. Je pense que ce qui m'avait décidé, alors ça n'engage que moi, hein, mais ce qui m'avait décidé à l'époque, c'était de garder la sécurité du chômage en portage salarial, de m'occuper de rien au niveau administratif et vraiment de me concentrer sur est-ce que je suis capable de trouver des missions, voilà, est-ce que le bouche à oreille fonctionne suffisamment, est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est compliqué de quitter un poste de direction financière où tu manages, où on manageait plusieurs personnes, où on était dans un cadre, moi je m'occupais pas du tout de faire ma paye, enfin voilà, même si je suis quand même dans la finance, j'étais dégagée de beaucoup de choses. Et quand on doit à un moment donné décider d'un statut, choisir déjà de faire une comptabilité, un bilan compte de résultat ou pas, ça pèse aussi dans la balance. Donc, le fait de simplifier au maximum administrativement et de pouvoir bénéficier du chômage entre 2 missions, si jamais je ne trouvais pas une mission tout de suite, c'était pour moi déterminant. Il s'est trouvé en réalité que j'ai enchaîné les missions très vite. Et dans ces cas-là, l'expert comptable, c'est vraiment c'est notre conseiller. Donc, mon expert comptable m'a dit, Pascal, vu le chiffre d'affaires que tu fais, réfléchis plutôt. En fait, auto-entrepreneur, c'était pas vraiment envisageable parce que j'allais tout de suite devoir passer sur un statut supérieur. Et à l'époque, on a choisi l'EURL. Alors, c'est vrai que ça m'aurait rassuré d'avoir un bulletin, mais pour toutes les raisons que vient d'évoquer Jean-Jacques, j'ai choisi l'EIRL.
qui est que finalement, moi, je n'avais pas de volonté d'ouvrir le capital tout de suite. Je voulais déjà prouver que je pouvais déjà pérenniser la société sur 3 ans. Et puis, au bout de 5 ans, j'ai commencé à recruter un salarié, 2 salariés. Donc, j'étais en EURL toujours. Et j'ai commencé à réfléchir, à les intéresser au capital, à retenir, en fait, à mettre en place des outils de rétention des salariés. Et là, le format de la SARL était moins adapté. Donc, en fait, j'ai transformé PBFI en SAS et j'ai créé une holding qui continue à porter le dirigeant moi-même et je suis toujours en statut TNS. D'accord. Mais je refacture à la société, à la filiale. D'accord. Donc, ça permet de façon souple d'ouvrir le capital de PBFI, de faire monter les salariés au capital. Ça me permet aussi d'être moins plafonné en fait sur les versements de dividendes. Et je rejoins Jean-Jacques, il faut quand même réfléchir au bon format dès le départ. Ça fait économiser de l'argent parce que c'est toujours possible de changer d'un statut à l'autre, mais c'est coûteux. Oui, c'est coûteux, ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Eh bien, merci pour ton témoignage. Voilà, donc en synthèse de ce webinaire, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est pas simple évidemment. Donc faites-vous aider et conseiller par un avocat ou par un expert comptable. Au préalable, définissez bien votre activité, votre métier, qui sont vos clients, vos besoins, vos objectifs à long terme. Et c'est pas facile, mais essayez de vous projeter pour essayer d'avoir de bénéficier de la meilleure solution sur le plan fiscal, social ou pour la transmission plus tard de votre entreprise, pour la valorisation de votre société. Si vous êtes tout seul et que vous envisagez pas forcément de vous développer tout de suite, vous pouvez opter pour l'entreprise individuelle, le URL ou la SASU. En revanche, si vous êtes plusieurs, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir créer une société tout de suite, donc SARL ou SAS, d'accord ? Et puis, il y a aussi parfois un petit peu comme vient de l'évoquer Pascal, des fois, on n'est vraiment pas sûr du tout, en fait. On n'est même pas sûr de pérenniser notre activité parce que peut-être qu'on aura une opportunité salariée. On n'est pas sûr de soi et on n'a pas forcément envie de s'immatriculer tout de suite. Et c'est possible. Voilà. Vous pouvez démarrer et lancer votre activité sans vous immatriculer en passant par peut-être une couveuse d'entreprise ou, comme l'a fait Pascal, par le portage salarial. C'est 2 solutions qui vous permettent de tester un peu votre activité, de vous donner confiance, de tester votre marché, de voir un peu qui sont vos clients. Et puis, si ça marche, vous pouvez peut-être plus tard faire le choix de créer une société ou une entreprise individuelle. Voilà. Je crois qu'on a terminé. Donc, merci pour votre écoute. Et puis, on va passer aux questions. On n'a plus beaucoup de temps. On est désolé. On a été très bavard et on a un petit peu dépassé, mais on peut, si vous êtes toujours là, répondre à vos questions. Donc, dans le chat, on a eu plusieurs questions. Alors, je vois la question de Gaëtan qui dit un associé à hauteur de 20% dans une SAS peut-il bénéficier d'un contrat de travail? Et si oui, est-ce qu'il doit le faire valider par l'URSSAF? Oui, alors souvent, il y a une confusion chez les chefs d'entreprise entre le statut de mandataire social. Qu'est-ce qu'on appelle un mandataire social? C'est quelqu'un qui a un mandat d'une entreprise société. Donc, je suis gérant dans une SARL ou co-gérant, ou je suis président dans une SAS ou directeur général. Et donc, ce mandat, on a le droit, même si des fois, les premiers temps, on ne se fait pas rémunérer parce que la boîte n'a pas les moyens, mais à un moment donné, on a le droit en PV d'Assemblée générale de voter une rémunération du mandat. Cette rémunération de mandat ne donne pas lieu à contrat de travail parce qu'on rémunère la fonction de mandataire, de gérant, de président ou de directeur général. Et ça ne peut être que cette fonction-là si on est majoritaire. C'est-à-dire que si je suis majoritaire, je ne peux être que mandataire. Par contre, si je suis un mandataire ou un simple associé, mais même un mandataire président ou directeur général qui n'a que 20%, pour prendre l'exemple de Gaëtan, eh bien, dans ma SAS, en n'ayant que 20% ou 30%, je vais pouvoir cumuler à la fois un statut de mandataire et pourquoi pas une rémunération de mandataire,
si je n'y renonce pas, avec des fonctions techniques, directeur commercial, directeur des services après-vente, etc., directeur, directrice. Et ce statut-là, je peux le négocier avec mes actionnaires principaux sous la forme d'un contrat de travail dans lequel je vais rémunérer autre chose que le mandat. Parce que je suis minoritaire. Et en effet, Gaëtan a raison de préciser, est-ce qu'il faut le faire valider? En fait, il faut envoyer en effet un questionnaire à France Travail, anciennement Pôle emploi. Il y a des questionnaires type téléchargeables où on doit remplir un questionnaire, donner la copie des statuts et un certain nombre de renseignements pour qu'ils valident ou non le lien de subordination et si vous aurez droit au chômage, etc. Si le contrat de travail est valide ou pas. Il faut être patient. Hein. Il faut être patient. La réponse peut durer un peu. Oui, il faut être patient, mais ça peut avoir en effet un intérêt si réellement Gaëtan est minoritaire à 20% et qu'il s'inquiète de savoir s'il va être protégé ou pas. Après, pour Fabien, freelance, oui, que ce qu'on appelle freelance en France, c'est quelqu'un qui a son compte. Hein. Donc, c'est un micro-entrepreneur, mais ça peut être aussi une entreprise individuelle. C'est quelqu'un qui n'est pas en statut salarié. Et pour répondre aussi à une autre question que j'ai vue un peu plus loin, toujours sur l'auto-entrepreneur, pourquoi c'est problématique d'être micro-auto-entrepreneur quand on travaille avec des grands groupes? Pas qu'avec des grands groupes d'ailleurs. Vous allez avoir des entreprises qui vont être réfractaires à faire bosser des auto-entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de passer comme une forme d'assimilé salarié, un lien de subordination qui serait déguisé, surtout si vous n'avez que comme client et ils veulent peut-être pas prendre ce risque-là avec vous et en cas de contrôle de l'URSSAF, avoir à justifier qu'il n'y a pas ce lien-là pour ne pas être requalifié. Donc, ça veut dire que contractuellement, il faut que ça soit béton, il faut que ça soit… Et comme c'est tellement facile de créer et de supprimer une auto-entreprise sur un site, vous avez des gens, pour prendre l'exemple, on a eu le cas, où il y a certains clients qui faisaient travailler des sous-traitants. Ces sous-traitants faisaient des factures en bonne et due forme avec un numéro SIRET officiel. Puis un jour, ils se sont désinscrits sans prévenir le donneur d'ordre pour lequel ils travaillaient. Et ils continuent à faire des fausses factures. Eh bien, en France, c'est le donneur d'ordre qui est co-responsable parce qu'il aurait dû se soucier tous les 6 mois de voir que la personne est toujours à jour de ses cotisations, qu'elle est toujours inscrite et que c'est quelque chose qu'il doit demander à l'ensemble de ses sous-traitants. Donc oui, ça fait toujours un peu plus peur de travailler avec un micro-entrepreneur parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi durable qu'une société, parce qu'une société, comme ça coûte de l'argent, on se doute qu'on ne l'a pas créée que pour 15 jours ou 1 mois ou 2 ou 3 mois, etc. On ne va pas parler de SCI, malheureusement, parce que c'est vraiment un sujet à part entière. Je vois dans les questions, malheureusement, ça mériterait un sujet à part entière. Et oui, on peut passer… Alors, pour celui qui est déjà en SAS et qui se pose la question d'être auto-entrepreneur parce qu'il ne fait pas plus que 50 000 euros, oui, c'est Martin qui pose cette question-là. Ouais, c'est dommage. En effet, si vous n'arrivez pas… En fait, les 50-60 000 euros en tant que prestataire, c'est vraiment le no man's land, quoi. C'est un peu la zone blanche, quoi. Un peu, on n'est pas à zéro, on fait quelque chose, hein. C'est pas rien, 50 000. Hein. Il faut pas dénigrer 50 000 euros, c'est pas rien. Mais c'est encore pas assez pour rentabiliser une forme société. Donc, je comprends votre malaise à vous dire, bah mince, qu'est-ce que je fais? Voilà. Maintenant, si votre activité est quand même mangeuse de beaucoup de frais, et qu'il ne reste pas grand-chose de ces 50 000, le réel, c'est pas mal aussi, parce que ça vous permet au moins de déduire au réel, alors que l'auto-entreprise, vous auriez eu qu'un abattement forfaitaire qui n'aurait pas été aussi intéressant. Et oui, on peut récupérer la TVA sur les sociétés unipersonnelles. Et oui, si vous êtes à la retraite, c'est tout à fait adapté pour des activités ponctuelles de faire une micro-entreprise, auto-entreprise. Bien sûr. Et oui, vous pouvez avoir droit à une raison sociale, à un nom d'enseigne différent de votre nom personnel si vous êtes en entreprise individuelle. Et si vous faites des pertes, est-ce qu'il faut mieux choisir l'imposition IS ou non? Non, mais l'IS, c'est plus justement si on fait des bénéfices qu'on ne veut pas tout prendre. Mais si on est en perte, il ne faut pas que ça dure. Donc, il faut se projeter sur des années où, pour répondre à Christophe, ça dépend en fait quelles sont vos perspectives à plus long terme. Par contre, si c'est une activité où c'est compliqué d'être en bénéfice, où vous allez avoir des petits bénéfices,
ne vous mettez pas en micro, parce que la micro vous met des abattements qui sont beaucoup trop bas par rapport à ce que la réalité des fois des frais coûte. Voilà. Le fonctionnement du portage salarial, il y a une question là-dessus, je peux peut-être répondre. Le principe, c'est que le consultant, le freelance, voilà, qui fait appel à une société de portage salarial va être rémunéré, va avoir un bulletin de paie. La société de portage et son employeur, en fait, elle va retenir des frais de gestion. Alors moi, mais ça, non, c'est mon expérience propre, c'était à peu près 5% à l'époque, mais je crois que ça peut être entre 5 et 10%. La société de portage réalise toutes les déclarations sociales. Voilà, on reste salarié. Oui, vous êtes salarié en fait. Voilà. Il y a une question intéressante, Jean-Jacques, juste à la suite. Justement, quand on est un entrepreneur individuel, est-ce qu'on peut avoir un salarié? Alors oui, tout à fait. On peut avoir un salarié. C'est que lorsqu'on est auto-entrepreneur que ça pose problème. Mais après, quand vous êtes en société ou en entreprise individuelle, vous pouvez avoir des salariés, bien au contraire, bien entendu, je dirais. Et après, pour répondre aussi à la question de Pascal, qui s'inquiète parce que son comptable, son expert comptable lui aurait dit qu'il ne peut pas être auto-entrepreneur parce qu'il est déjà en EURL avec un chiffre d'affaires de 200 000 euros. Vous ne pouvez pas, en effet, être auto-entrepreneur quand vous êtes au statut de travailleur indépendant. C'est-à-dire que les TNS, les travailleurs indépendants, quand on est en URL, là, généralement on est TNS, l'URSSAF ne peut pas vous connaître à la fois au réel et à la fois en tant que forfait auto-entrepreneur. Chose qui est par contre possible si vous avez des amis qui sont en SAS. Eux, en SAS, en SASU, ils peuvent être avec une fiche de paye, puisqu'ils ne sont pas indépendants, et être indépendants dans une micro-auto-entreprise. Mais le TNS, un coût réel, un coût forfait, donc EURL plus auto, ce n'est pas possible. SARL plus SAS, plus auto-entreprise, c'est possible. Donc, ça dépend de la forme juridique qu'on avait au départ. Ok. Jean-Jacques, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions qu'on avait sélectionnées. Oui. Les questions concernant les SCI, je suis désolée, c'est pas un sujet qu'on a abordé, donc voilà, on peut y répondre en privé. Vous pouvez nous contacter et on peut répondre à vos questions, mais de manière plus individuelle. On a terminé ce webinaire. On va devoir vous laisser. En tout cas, c'était un plaisir de l'animer. Je suis ravie d'avoir fait ça avec vous, Pascal et Jean-Jacques. C'était super sympa. Merci, voilà, merci à vous. J'espère qu'on a réussi à vous donner des pistes, à vous éclairer, à vous aider à faire votre choix. On vous a donné nos coordonnées. Le support est téléchargeable, vous pouvez le récupérer. Puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'infos ou d'autres questions. Voilà, c'était un plaisir. À très bientôt. Au revoir à tous. Bientôt, au revoir.